Alors, écoutez, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce séminaire un peu particulier où on accueille le professeur émérite Yann Mackay pour nous entretenir sur un sujet qui nous réunit bon nombre d'entre nous, à savoir le livre phare de Richard Posner. Permettez-moi peut-être d'abord de vous présenter le professeur Yann Mackay. On pourrait se dire, il n'a pas besoin de présentation, professeur émérite de notre faculté, toujours encore actif dans notre programme de doctorat notamment, siégeant sur des jurys de thèse. Mais quand même, je me permets de vous le présenter pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Et peut-être une expression pour présenter Yann Mackay, juriste sans frontières. C'était et c'est le titre qu'on a donné au mélange qu'on lui a offert il y a quelques années. Des mélanges, donc, qui sont un ouvrage essentiellement qui rend hommage à un professeur au moment de sa retraite, essentiellement, pour que dans le cas de Yann Mackay, c'est une retraite des plus actives. Donc, Juriste sans frontières, et c'est le titre des mélanges. Et on trouvait que ça reflétait parfaitement toute la richesse et l'envergure de la carrière d'Yann Mackay, un universitaire globe-trotter qui, effectivement, ne connaît pas les frontières, mais aussi d'un point de vue disciplinaire, lorsqu'on regarde son parcours en recherche, en enseignement, bien, il a touché le droit public, le droit privé, le droit comparé, droit américain, droit européen, français, droit des pays dits émergents. Donc, de nombreux domaines du droit ont attiré son attention et l'ont mené à rédiger des études bien reconnues à travers le monde. Mais bien sûr, c'est comme pionnier de l'analyse économique du droit auprès de la communauté des civilistes en particulier, qu'Yann Mackay s'est illustré comme juriste sans frontières. Il a signé des textes où il expose et applique la méthode de l'analyse économique du droit et, ce faisant, il a éveillé des générations d'étudiants. Euh, Sur une note personnelle, je me souviens encore de mon cours de théorie économique du droit à l'Université Laval au début des années 90, où dans notre recueil, on avait un texte, le juriste a-t-il le droit d'ignorer l'économiste, publié dans la revue de la recherche juridique de Aix-en-Provence, signé par Yann Mackay, et qui, justement, m'avait un peu ouvert les yeux sur toute la richesse et la puissance de la théorie économique. Donc, c'est dire qu'effectivement, il y a vraiment une œuvre très importante qui a été faite à travers les années par Yann Mackay avec ses écrits, donc inspiré des générations de juristes, et j'en suis parmi bon nombre d'autres. Ces écrits, donc, en théorie économique du droit, publiés en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en mandarin aussi, russe. Alors, vous voyez, juriste sans frontières, là aussi, d'un point de vue linguistique, c'est tout à fait indiqué. Et preuve de tout cela, il revient tout juste de la Colombie, où il a prononcé une conférence. Alors, c'est dire qu'il est tout encore un juriste sans frontières. Donc, ce soir, nous avons la chance de l'accueillir pour l'entendre sur ses réflexions relativement au livre de Richard Posner, en théorie économique du droit, un livre fondateur. Ce séminaire a lieu sous l'égide de nos deux centres de recherche, le Centre de recherche en droit public dirigé par mon collègue Nicolas Vernès et le Centre de droit des affaires et du commerce international que je dirige. Et en même temps, là aussi, juriste sans frontières, parce que Yann Mackay a été le seul à diriger ces deux centres de recherche-là. Alors, c'était tout indiqué qu'on se joigne ensemble pour organiser cet événement. Sans plus tarder, Yann, je te cède la parole. Je suis honoré de vous voir si nombreux parce que, comme vous le savez, ce soir, au Sepsum, on célèbre la coupe que les Carabins ont gagnée. Et donc, si j'ai pu vous soutirer à cet événement majeur, me dit, on a de la chance. Je vais vous parler du cinquantenaire du livre fondateur de l'analyse économique du droit. Et c'est Economic Analysis of Law, puis de Posner, Richard Posner, mais normalement, quand on rencontre, c'est Dick Posner. 73. C'était pas le premier livre dans le domaine.
mais Posner était quand même le premier qui a fait un survol de l'ensemble du domaine en émergence. C'est le premier livre qui faisait ça, par un juriste et dans un langage pour d'autres juristes. Parce qu'il y avait des textes plus techniques. Becker écrivait, Becker a eu le prix Nobel par la suite, mais c'était un économiste, il écrivait avec des formules. Il y avait une théorie du droit criminel avec des formules. C'était pas fait pour des juristes. Posner a dit, je vais écrire pour les juristes. Euh, et pour encore situer le livre un petit peu, en 73, donc la première édition avec 415 pages, grosses lettres, ce beau livre petit vert, comme si c'était le signal pour le démarrage. Le livre a connu 9 éditions. À mesure qu'on avançait dans l'édition, les lettres devenaient plus petites pour rentrer quand même. Et comme vous voyez, la plus récente, la 9e édition 2014, après ça, pour a dit, assez retraite, 1026 pages, petites lettres. Donc, c'est 3 fois le volume du livre à l'origine. Le livre a été amplement cité. Dans quelques instants, je vous montrerai. Bien au-delà des frontières américaines. C'est un livre qui est écrit sur le droit américain. On aurait pu penser que ça limite l'attrait pour les gens à l'extérieur. Or, le livre, comme on verra un instant, a été cité largement en dehors des frontières, non seulement les pays anglophones, oui, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Et donc, c'est comme si il y avait dans ce livre une langue universelle dans laquelle on pourrait discuter de problèmes juridiques, de théories juridiques, si vous voulez. Ça, c'est quand même remarquable. Il faut retenir ça. Alors, je voulais... Oups, il y a peut-être un petit bout qui ne sort pas. Je voudrais vous parler, peut-on réduire un peu l'image parce qu'il y a une ligne en bas qui ne sort pas. Un moyen, le 4 ne sort pas, peut-on le pousser un peu? Sur plein écran, soit... Bon, tout le monde peut encore lire? Bon, alors, je vais d'abord vous parler de l'état de notre pensée juridique au moment où le livre est sorti, pour bien le situer. Ensuite, l'auteur et le livre pour dire qu'est-ce que ça faisait, quelle différence ça faisait. Après ça, je vais vous parler de la transition de ce livre vers la francophonie, quelque chose qui nous touche et qui m'a touché particulièrement. Et je conclurai sur la question de et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quelle est notre mission maintenant? Alors, l'état du débat, il y a un siècle. Alors là, on est disons, dernière partie du 19e siècle, début du 20e siècle. La plupart des pays droit civil étaient pris avec leur nouveau prix, épris de leur nouveau code. Tout ce qui était dans la tradition française avait un nouveau code civil et d'autres codes aussi. Les Allemands, depuis 1900, avaient leur code civil. Et donc, on s'est dit, on était pris par le nouvel outil. Et ça veut dire, essayons donc de résoudre nos problèmes juridiques par référence au code. Formalisme, positivisme, école exégétique, enfin, c'est pas un cours de philo du droit, mais vous voyez l'esprit dans lequel on opérait en droit à cette époque, principalement. Aux États-Unis, remarquablement, il y avait le même type d'approche, mais c'était associé au nom du doyen de Harvard, Langdell, positivisme. Et il y avait certains juristes qui disaient, oui, mais il faut quand même que vous regardiez un peu plus largement. Il faut que vous regardiez la manière dont le droit affecte la société qu'il est censé régir. Et il faut que vous vous occupez de la façon dont on va traiter de nouveaux problèmes qui surgissent. Et au début du XXe siècle, ça ne vous étonnera pas, les nouveaux problèmes, c'était les accidents industriels, les accidents de travail et les accidents de la route. La voiture, c'était une nouveauté technique.
et ça causait des accidents. Comment va-t-on régler ça? Comment intégrer ça dans le cadre que ces codes fournissaient? Mais alors, si on veut répondre à ces questions, où est-ce qu'on va se tourner? Où trouve-t-on le savoir qui va permettre de résoudre ce genre de choses? Alors, la réponse, attendez, oui, est-ce que... Oui, oui, oui. Alors, l'approche formaliste, je dois ajouter, a été critiquée notamment par des groupes qu'on appelle les réalistes. Il y a les réalistes américains, dont notamment Llewellyn et Jerome Frank, mais il y en a d'autres, qui opéraient première moitié du XXe siècle, disons, à peu près à la même époque des réalistes scandinaves. Mais la critique était toujours la même chose. Le droit, ça porte sur plus que simplement la maîtrise des textes. Regardez aussi la société. Alors, ça conduit à des initiatives pour introduire de la sociologie, ou d'utiliser la sociologie, la psychologie pour mieux comprendre le droit, voir le droit de l'extérieur. La psychologie, notamment, pour analyser ce qui se passait dans les témoignages devant la cour, les problèmes de mémoire, etc. Psychologie, sociologie pour d'autres types de phénomènes. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. Vers la fin des années 60, je vais très vite, il y a eu deux grandes compilations de ces recherches-là. Et le premier, fait par deux Américains, Larry Friedman, qui est à Stanford à l'époque, et Stuart McConney, qui est au Minnesota, je pense, qui est très connu, qui a écrit des articles parfaitement précis. Law and Behavioral Sciences, c'est une brique de 1100 pages, je pense, oui, 1059. Donc, c'est une brique Sado. Désormais dans les archives de l'université, parce qu'on n'a plus de place sur les rayons de livres. Et il y a un petit penguin de Aubert, 267 pages, mais là aussi une compilation d'articles publiés dans les revues. Alors, Friedman Macaulay, dans l'introduction au livre, présente ce qu'ils ont l'intention de faire. Et donc, le droit est censé, j'ai mis la traduction en bas, le droit est censé faire une différence pour les personnes des groupes qui sont soumis. Est évident que le droit dans son ensemble fait une différence, oui. Mais quand on regarde dans le détail, ça ne marche pas si bien que ça. Ils disent, par exemple, on a toutes sortes de règles pour interdire l'usage des drogues, et bien pourtant les Américains consomment de plus en plus de la Marie. Et ici, ensuite, la prohibition aux États-Unis, c'était manifestement une législation qui a mal fonctionné. Que faire? Alors, ils disent néanmoins, en regardant leur compilation, il y a une tendance nette, c'est-à-dire introduction de davantage de sociologie du droit, sciences politiques, comportementales, behavioral, anthropologie du droit, psychologie, psychiatrie du droit et un peu d'économie du droit. Tout ça a reçu de l'input. Il y a de nouveaux chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Aubert, pour reprendre l'autre livre de compilation, a regroupé ces sujets sous les grands titres droit et structure sociale. Enfin, je vous laisse le temps de lire, mais est-ce que c'est le genre de titre qui va aider les juristes tout de suite à trouver une réflexion sur un problème pratique avec lequel ils sont pris? Peut-être pas. Donc, les livres donnent l'impression qu'il y a du mouvement, il y a plus à venir, mais c'est à venir. Et ça n'offrait pas encore de la connaissance appliquée pratiquement utile. Alors, voilà l'atmosphère dans laquelle on se trouvait au moment où le livre de Posner est paru. Néanmoins, s'il y a quelque chose que ces approches ont fait, c'est éveiller ou réveiller, rappeler aux juristes
une approche fonctionnelle du droit, c'est-à-dire les institutions juridiques ont une fonction sociale. La fonction sociale doit contribuer au bien-être des humains, à définir précisément ce que ça veut dire. Et normalement, la contribution doit, d'une certaine façon, être mesurable. On doit pouvoir l'observer de manière systématique. Cette idée-là est restée avec nous et est présente dans l'analyse économique du droit aussi. L'idée d'une approche fonctionnelle n'était pas nouveau, et puis bon, j'ai trouvé amusant de vous citer donc un livre allemand écrit en 1870, Der Zweck im Recht. Les Allemands y avaient pensé, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les outils. Donc, on peut bien dire, il faut penser les fonctions, mais si on n'a pas les outils pour aller les regarder, ça tire dans le vide. Alors, deuxième partie. Alors là, 73, le livre de Posner arrive. Parlons d'abord du personnage de Posner. D'abord, il est né en 1939. Calcul rapide, ça fait 84 ans, je pense, cette année. Hein? Est-ce que je fais bien mon calcul mental encore? Oui, 84. Posner est un érudit de hors terre. Et si vous voulez avoir une idée de ce qu'il a fait, lisez la biographie de Tom Mullen, qui est au Illinois, je pense, il connaît bien. Donc, juste pour vous donner une idée, Posner a fait 50 ans de carrière. Et pendant ces 50 ans, il a publié 50 livres, un livre en moyenne par année, parfois une nouvelle édition de son texte, je veux bien. Est-ce que vous connaissez un prof ici autour de nous qui a publié ça? Un livre par année en moyenne, même une nouvelle édition, et 800 articles sur 50 ans. Alors, si je calcule bien, ça doit faire 16 articles par année. 16 articles par année! Ça sort de l'ordinaire. Alors, il a étudié le droit à Harvard et comme vous savez peut-être, c'est pas tout à fait simple d'entrer à Harvard. Il faut quand même avoir un bon dossier, il l'avait. Et pendant ses études de droit, il a été rédacteur en chef de la Harvard Law Review. Et ça, comme vous savez, la revue est gérée par des étudiants de Harvard. Occuper le poste de chef, de rédacteur en chef de cette revue, c'est quand même très prestigieux. Ça dit quelque chose sur le personnage. Il a été auxiliaire juridique, c'est le bon terme maintenant, je pense, c'est Clark, du juge Brennan de la Cour suprême. Évidemment, bon, la Cour suprême américaine, 9 juges aussi, mais pour une population juridique qui est 10 fois plus importante que la nôtre. Donc, là aussi, c'est un honneur remarquable d'être choisi comme clerc d'un des juges. Il a été. Et en 1972, autre petit fait que j'ai relevé, il publie dans une revue qu'il a lui-même fondée. Lui-même fondée. 72. Il a donc quoi? Il a 23 ans? Non, attendez. 33 ans. 33 ans, quand même. Il publie un article sur la théorie de la responsabilité civile. Et normalement, dans une revue américaine, quand vous faites quelque chose de sérieux, vous citez une trentaine, même peut-être une cinquantaine de décisions. Et là, on dit, c'est un article bien fouillé. Cet article, dans la revue Journal of Legal Studies, cite pas moins que 1528 décisions des tribunaux supérieurs. Pas juste le premier instant. Ah oui, d'accord. C'est peut-être lui qui appelle. Oui, il n'est pas d'accord. Oui, oui, oui. Non, il est très content que je lui flatte un peu. Alors, en 72-73, il était à Stanford. 73, a été nommé à Chicago, où il est entré dans le groupe qui a porté le nom par la suite. Mais regardez, en 81, 8 ans plus tard,
il est nommé juge à la cour d'appel du 7e circuit, donc c'est le circuit dans lequel se situe l'État d'Illinois, ou je trouve Chicago. On aurait pu penser que il se la coulerait douce. Mais non, les 800 articles, c'est le gros de ces articles, il les a écrits pendant qu'il était juge à la cour d'appel. C'est absolument remarquable. Donc voilà pour le personnage. Le livre. Alors, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas apporté, mais enfin, vous me croirez, petite couverture verte, hein, pour dire démarrer. Mais dans la préface, il dit, je ne veux pas vous présenter une compilation d'articles déjà publiés. Je ne vais pas non plus vous faire un livre de théorie économique élémentaire à la chose juridique, avec des exemples en droit. Ce n'est pas ça que je vais faire. Et je ne vais pas de jargon technique. Et donc, il a plutôt un livre écrit par un juriste pour d'autres juristes dans leur propre langue. Quand vous lisez cette première édition, c'est écrit pour les juristes. Bon, il y a peut-être des choses à critiquer, des choses qu'on a vues différemment, mais c'est écrit pour des juristes pour qu'ils les comprennent tout de suite. Il dit, je vais tisser les principes économiques à travers le texte juridique. Je glisse par la bande. Vous comprendrez les principes économiques en lisant un texte juridique. Et je dois dire, et là je regarde mes co-auteurs, dans la livre français, on n'a pas fait ça. On a écrit plus tard, mais on a fait une partie théorique. Et là, vous qui faites partie du groupe d'Alain Parent, est-ce que vous êtes capable de sauter directement dans les chapitres de fond sur les droits réels, sur les contrats, sur la responsabilité civile, comprendre ce qu'on est en train d'argumenter là et au besoin retourner à la partie théorique? Question. Essayez et donnez des nouvelles. Enfin, donc, on n'a pas adopté la même, mais on a quand même aussi essayé d'écrire dans un style que les juristes pouvaient comprendre directement. Et la structure de nos chapitres était celle que les juristes connaissent dans leurs ouvrages de droit civil aussi. Ce qui est également remarquable dans ce livre, c'est que ça couvre un éventail immense de champs de droit. Et donc, vous avez droit privé, propriété, droit réel, responsabilité civile, contrat, la régulation publique du marché, y compris droit de la concurrence, règles contre les transactions d'initiés, ce genre de choses. Vous avez la régulation des entreprises, tout le droit corporatif là-dedans aussi. Marché financier, qu'on retrouve maintenant dans notre livre aussi. Répartition des richesses. Il y a des chapitres aussi sur la fiscalité et les revenus, la Constitution et le système fédéral. Donc, vous conviendrez avec moi, c'est d'une érudition remarquable de couvrir autant de champs. Et c'est peut-être aussi ce qui a pu contribuer au succès du livre. Alors, qu'est-ce que ça dit aux juristes? Pardonnez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Ça dit, le droit modifie les coûts et les avantages qui confrontent les citoyens. Et les citoyens adaptent leur conduite pour minimiser les coûts et maximiser les avantages. Les gens sont sensibles aux incitations que le droit donne. Et ça nous permet de juger si les règles sont susceptibles et en fait contribuent à améliorer le bien-être des cours. Vous vous rappelez, dès le départ, on avait dit le droit doit formuler des règles qui contribuent au bien-être des êtres humains. En empruntant chez les économistes une notion un peu plus technique, on dit on va regarder si les règles sont efficientes, dans le sens que les avantages que ça confère dépassent les coûts additionnels.
que ça comporte. Et tout au long du livre, ce terme réapparaîtra. Ce qui est intéressant, c'est qu'en examinant le droit classique qu'on pose dans l'affaire, la common law classique, donc droit privé, criminel, quand il regarde la common law classique, il croit pouvoir conclure que les règles semblent formulées comme si le but était d'avoir des règles efficientes, c'est-à-dire dont les avantages conférés dépassent les coûts. Et donc, c'est comme une logique uniforme à travers le droit. Et cette thèse de l'efficience de la common law, cette thèse est maintenue à travers les 9 éditions de Posner. Il a dit que c'était peut-être pousser la note un peu, stretch, mais néanmoins, la thèse est maintenue et c'est comme une première clé à la lecture de son livre. Donc, le livre offrait dès le départ une lecture du droit avec une seule logique à travers les différents champs, couvrant l'essentiel du droit et permettant aux juristes de s'y référer pour des problèmes pratiques. Un problème de division des risques dans les contrats. Consultez le livre de Posner, il dit quelque chose de pratique qui pourrait vous être utile. Vous pouvez vous tourner vers ce livre-là. Les livres dont je vais parler, les grandes compilations de Friedman, Macaulay et de Aubert, ne permettaient pas ce genre d'excursion. C'est en cela que Posner, je pense, a visé très juste avec sa formule. Maintenant, quel est l'impact du livre dans son marché domestique, si on peut dire, les États-Unis? C'est écrit quand même pour les juristes américains. L'économie du droit est le dernier venu des sciences sociales côtoyant le droit, bien après sociologie et la psychologie, mais cette approche a rapidement surpassé les autres. Et si on veut résumer son effet, lisez ce que Carl Rose, qui est une prof de droit des biens de Yale, donc c'est une grande intellectuelle, elle résume ça en quelques mots. Toute discussion droit et économie de droit, l'éléphant dans la pièce. Normalement, pendant cette époque, on parlait de l'apport des sciences sociales au droit comme law and the elephant, le droit et l'éléphant. Qui était l'éléphant dans la pièce? Alors là, quand Rose dit, à l'époque où elle écrit, donc c'est 2010, l'éléphant dans la pièce, c'était l'économie du droit, parce que ça écrasait tout le reste. Et aux grandes dames des gens, des sociologues et des politologues, mais néanmoins, elles constatent, je pense, correctement ce qu'on pouvait observer à l'époque sur la scène intellectuelle chez les juristes américains. Alors, troisième partie, comment cette pensée est-elle entrée dans la francophonie? Alors, le livre fondateur a été cité non seulement aux États-Unis, mais aussi dans les pays anglophones et dans certains pays de droit civil. Et des collègues allemands non, je pense un autre bibliothécaire a fait une compilation des endroits où c'est cité avec une technologie Web of Science. Je vous montre le. Alors, ici, évidemment, bon, les États-Unis, c'est le marché domestique. Donc, en plus, évidemment, c'est un marché très grand, donc le nombre de citations du livre, c'est pas étonnant. Après, l'Angleterre, le Canada, et là, on est moins nombreux que les Anglais, mais l'Australie, regardez, l'Allemagne aussi, l'Allemagne, Israël, la France, la Suisse, la Chine. Est-ce qu'il y a des Chinois dans la salle? Ah, l'autre jour, il y avait des Chinois dans la salle. Donc, j'ai pu leur dire, écoutez, vous suivez ça, très bien.
Inde, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, mais moins souvent que les autres. Enfin, même la République démocratique allemande. Mais enfin, vous voyez bien, le livre est cité. Là, rappelez-vous, c'est un livre qui parle du droit américain. À la sauce économique, je vais bien. Je parle du droit américain, lu dans des pays civilistes. Alors, les gens ont dû y trouver quelque chose. Là, tantôt, j'ai dit, c'est comme une langue commune pour parler des questions de théorie du droit. Alors, peut-être première question, est-ce qu'il y a quelque chose dans le droit civil qui pourrait le rendre moins accueillant à l'économie du droit que la common law? Il y a des chercheurs américains qui ont soutenu cette thèse-là et je pourrais vous amener une réflexion sur la question. Ce qui distingue le droit civil, à part l'Écosse et l'Afrique du Sud, c'est qu'on a des codes. Et les règles fondamentales du droit dans les différents champs sont énoncées dans des codes. Les codes, pourrait-on dire, sont une plus ancienne technologie pour rendre le droit plus accessible. Est-ce que ça fonctionne toujours bien? Mais à l'époque, c'était conçu pour ça. On faisait des codes pour rendre le droit plus accessible. Pour que ça fonctionne, il y a deux principes, ça vous paraîtra évident. Un code doit fournir les règles qui couvrent tous les rapports dans le domaine qui régit. Et tout problème juridique qui survient dans le champ doit pouvoir être résolu en se référant à une ou plusieurs dispositions des codes, éventuellement en les rendant compatibles. Mais néanmoins, on se réfère au code pour résoudre le problème. Ça, c'est les principes fondateurs d'un droit civil. Attendez. Alors, pour que ça fonctionne, le code va être pas trop grand. Au-delà de 4000 articles, ça devient ingérable. Les Prussiens ont essayé un code qui avait 18 000 articles ingérables. Et donc, ça a disparu de notre mémoire parce que tellement c'était ingérable. Il faut que ça utilise un langage ordinaire, tel que les citoyens l'utilisent. L'idée a été reprise chez Portalis et d'autres. Il faut néanmoins utiliser des formules, à l'occasion des formules abstraites, parce que on est censé résumer, censé régir tout un éventail de situations. Vous ne pouvez pas décrire ça dans le détail, dans des décisions en commun. Non, vous avez autant de décisions, différentes situations. Dans un code, vous devez résumer ça et forcément, vous allez devoir utiliser un langage relativement plus abstrait. Ce qui veut dire que un des talents des avocats civilistes, c'est de faire le lien entre les formules abstraites d'une part et les cas concrets, et vice-versa. Notre formation, en principe, nous prépare spécialement à ça. Les règles doivent s'imbriquer les unes aux autres sans lacune ni contradiction. Ben, ça aussi. Maintenant, il peut y avoir quand même des circonstances imprévues, modifiées, nouvelles. Pour y faire face, il peut être nécessaire de reformuler une partie du code, mais c'est relativement exceptionnel. Actuellement, ou récemment, on a dû faire ça pour le droit de la famille, le droit des personnes. En France, avec un peu plus de recul, mais nous vivons actuellement ce problème chez nous. Rappelez-vous, rapport Roy, la situation qui occasionne ce genre de révision fondamentale, c'est, le recteur Lacroix l'a écrit dans une étude avec quelques autres, les femmes ont fait un rattrapage remarquable depuis 40-50 ans. Quand on regarde 1960-70, les femmes étaient relativement minoritaires dans les études universitaires. Vers la fin des années 80, elles ont complètement rattrapé. Actuellement, les femmes dépassent
dans le nombre de personnes qui font un diplôme premier cycle, le nombre de personnes qui font des maîtrises, le nombre de personnes maintenant qui font des doctorats. Et évidemment, dans l'étude, on se pose la question, mais comment se fait-il que les hommes perdent du moral? Et on dit, psychologue, des enfants à l'appui, il y a peut-être très tôt qu'il faut s'assurer que les gens ont des modèles. Les pères absents, c'est pas une bonne idée. Ce qui est important, cependant, c'est que le changement social que ça provoque, c'est que les deux partenaires désormais entrent sur le marché du travail, travaillent, ont leur carrière. Le mariage, qui à l'origine avait une nette fonction d'assurance, n'a plus cette fonction. Désormais, les carrières peuvent marcher sur leurs deux pieds. Et ça veut aussi dire que les gens pourraient ne plus se marier, pourraient vouloir recomposer des familles, et cela aura forcément des répercussions sur les enfants, de différentes natures, émotionnelles, mais parfois violences directes. Et là, tout ça, évidemment, nous amène à dire il faut repenser cette structure-là. Un pan du droit civil. Dans de telles circonstances, il faut carrément réformer une partie du code, mais c'est exceptionnel. Normalement, le code est relativement stable. Dans tout ça, dans les codes, il faut se rappeler que malgré une apparence, le droit civil n'est pas un système logique. Si on se sert de la logique, si on ne veut pas avoir de contradiction ni de lacunes, mais le droit n'est pas un système logique. Le droit est quand même, ça reflète de l'expérience vécue. Et donc, nos codes sont le reflet d'une expérience condensée d'une multitude de décisions. La sagesse est ancrée là-dedans. Et ce qui me paraît important, c'est qu'alors, quel est le rôle de la doctrine là-dedans? La doctrine a pour mission, me semble-t-il, de systématiser les règles, de mettre en évidence les principes et les tendances sous-jacents au code. Et on va revenir sur cette question à la fin. Néanmoins, je vais quand même répéter, parce que là aussi, parfois aux États-Unis, on dit, ah, mais les codes, c'est comme des lois, ça formule des rentes pour différents groupes, et donc se fier au texte des codes, c'est malsain. Je ne crois pas. Je crois que se fier au texte du code est efficient au sens économique habituel du temps, en ce sens que ça économise sur l'économie, sur les informations qu'on doit faire intervenir dans les procès. Alors, le livre de Posner montre que jusqu'en 2014, l'économie du droit avait atteint un nombre de pays droit civil et je dois vous dire, le chemin n'a pas toujours été facile, et notamment dans la francophonie. J'ai découvert l'analyse économique du droit à Toronto. Tiens, Toronto nous réunit, Stéphane. C'était pendant une sabbatique. Les sabbatiques, normalement, pour les universitaires, ça sert à se ressourcer. Et dans mon cas, j'ai trouvé que ça avait merveilleusement servi à ça. Et en 76-77, à Toronto, on commençait une nouvelle approche qui était l'analyse économique du droit. Et Trebelko, que je connaissais parce qu'il avait été à McGill auparavant, elle m'a dit, mais c'est intéressant, si ça t'intéresse, embarque. Je l'ai fait et lui-même venait de le découvrir à Chicago. Parce que en 73, le livre est paru, donc il faut un peu de temps avant que les gens trouvent à quoi ça sert au fond. Pendant cette période, Trebelko a été à Chicago, il l'a rapporté à Toronto. Je l'ai rapporté à mon tour à Montréal et quand je suis revenu, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fais avec? Et il m'a semblé que je devrais faire, c'est essayer de le rendre accessible à des lecteurs francophones. D'abord ici, mais assez rapidement après, parce que à l'époque, très clairement, les grands débats sur la théorie des droits civilistes, les grands débats se déroulaient en France.
c'est un peu moins vrai maintenant, hein. Les Québécois ont publié des livres remarquables. Je ne sais pas si Pierre Trudel est dans la salle, mais le livre sur le droit de l'information que Pierre Trudel a publié, ça a été une première où les Français se sont dit, tiens, tiens, il arrive que les Québécois nous devancent. Et je pense que notre livre, à sa façon, a provoqué une réaction relativement semblable. Alors, il faut dire, à l'époque où le livre de Paulsen est paru, il y avait déjà en France un traité de droit civil rédigé par, tout le monde le connaît, Jean Carbonnier, qui était à la fois juriste, sociologue du droit et doyen de sa faculté. Donc, c'était un personnage éminent, bien respecté. Et à première vue, on aurait pu penser qu'il y a des similitudes structurelles avec le livre de Posner, parce que Carbonnier, lui aussi, présente une vue d'ensemble du droit civil dans un langage de civiliste, avec des notes pointant vers des sciences voisines. Bon, le livre de Carbonnier a été publié pour la première fois en 1950 et dans les années 50, ça veut dire 55, je pense. Et la raison de cette publication, c'est que Carbonnier faisait partie d'un mouvement de réforme de l'enseignement en droit. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit il est dangereux de se fier les yeux fermés au texte des lois. Et là, l'expérience allemande de la Deuxième Guerre nous servait de matériel de démonstration. Faisons pas ça. Il faut faire entrer davantage de savoir venant des sciences sociales. Carbonnier faisait partie de ce mouvement et le livre, je pense, a été rédigé dans le but de promouvoir cette cause. Maintenant, malheureusement, cette réforme n'a pas eu lieu en France. Finalement, ceux qui tenaient à l'enseignement classique du droit ont gagné la bataille en France et donc l'enseignement est resté relativement formaliste. Ceux qui sont allés passer, peut-être maintenant c'est un peu en train de changer, mais ceux qui sont allés, si c'est votre cas, si vous avez passé une année suivre des cours en France, vous remarquez quand même la différence de style avec ce que nous pratiquons ici. Il me semble que, étant donné la réaction à la réforme, Carbonnier, tout au long de sa carrière, a semblé vouloir rester prudent de ne pas s'aliéner les grandes têtes de la doctrine civiliste. Et donc, dans son traité de droit civil, il reste toujours prudent pour ne pas marcher sur les orteils de la grande doctrine civiliste. Et c'est peut-être aussi pour ça que finalement, dans les différentes éditions de son livre, quelqu'un en a fait la compilation, Guillaume Royer. Finalement, vers les éditions dans les années 90, il y a peut-être une bonne vingtaine de citations à travers 2000 pages de texte qui renvoient à l'économie du droit. Mais c'est tout. Alors, il me semble que on aurait pu s'attendre à ce que les idées de Posner trouvent progressivement leur chemin vers le livre de Carbonnier. Transformé éventuellement, oui, mais trouvent leur chemin. Or, cette rencontre n'a pas eu lieu. Alors, les juristes français considéraient, et je me rappelle encore des gens qui m'expliquaient ça en long et en large, que la culture américaine était tout à fait étrangère, trop éloignée des mœurs intellectuelles des Français, et donc ça n'avait rien à voir. Ce qui veut dire que l'analyse, l'économie du droit en français restait limitée aux économistes, aux intérêts des économistes. Et les rencontres qu'on a eues, tu as évoqué la revue d'Aix, s'il y avait des juristes, mais c'était principalement des économistes qui réunissaient tout le monde. Et les juristes disaient, où est-ce qu'on peut se réunir?
Aix était un endroit, mais c'était notamment les économistes. Donc, dans les années 80, c'était essentiellement les économistes qui promouvaient l'économie du droit en France. En 90, peut-être sous l'inspiration de ce qui se passait ailleurs en Europe, il faut dire que l'Association européenne d'économie du droit a été formée à l'initiative de Jörn Skog à Lund, en Suède, en 1984. Pendant qu'en France, c'était encore la fin des communistes. On commençait, les Allemands avaient leur truc, les Néerlandais participaient à ça. Au Canada, il y avait des publications. Alors peut-être, finalement, pendant les années 90, ça a changé en France. Et je vous montre ici une citation de Bruno Petit, qui est un civiliste absolument hors reproche. Et il dit manifestement, l'analyse économique du droit a quelque chose à nous dire. Regardons. Finalement, même si le vocabulaire est un peu différent, la pensée rejoint la nôtre, disait là. Et donc, à partir de là, la doctrine française s'est mise à prendre une part active dans l'association européenne. Et finalement, une association française a été formée, devinez, 2016. Attendez, c'est 32 ans plus tard. 32 ans plus tard. Mais enfin, ça a été formé et actuellement, cette association est très active sur le plan européen, aussi bien sur le plan français. Donc, désormais, la bataille est gagnée. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et j'aimerais vous citer alors quelqu'un en 92 dans une thèse. Ceux qui préparent des thèses, les thèses peuvent parfois ouvrir des pistes importantes. Alors, une jeune juriste civiliste qui est aujourd'hui éminente, Muriel Fabre-Magnan. Et elle écrit quelque chose qui pourrait servir de leitmotiv pour l'économie du droit pratiquée en français. Et regardez ce qu'elle dit. Ils sont un peu, alors, nombreux auteurs nous semblent un peu effrayés des conséquences que pourrait avoir l'introduction en France d'un tel mode de pensée jugé si fondamentalement différent du nôtre. Concession aux traditionnalistes. C'est pourquoi nous avons essayé de montrer que l'analyse économique n'est en fait pas si étrangère à nos traditions et que, bien souvent, les raisonnements utilisés par les auteurs anglo-saxons sont parfaitement identiques aux nôtres, même s'ils préfèrent leur donner l'étiquette d'analyse économique, tandis que nous préférons les justifier par l'équité. Il me semble qu'il faut garder ça en tête pour les prochaines étapes en français. C'est-à-dire faire le lien avec la doctrine française, oui, mais aussi faire le lien avec la pensée qui se développe dans d'autres langues. Muriel Fabre-Magnan me semble avoir formulé la clé dans sa thèse. Et depuis, elle a été une des co-auteurs de la série Guestin. Elle écrit des choses elle-même sur la théorie des obligations. C'est tout à fait mérité. Alors, je pense que on arrive vers la fin. Conclusion. D'abord, l'analyse économique du droit ne remplace pas le savoir des juristes. Ne remplace pas. Important de le dire, mais le complémente. C'est un complément utile et elle rappelle une vérité que les juristes connaissent bien, c'est-à-dire les institutions juridiques ont une fonction sociale qui doit contribuer au bien-être des humains. On sait, mais là, cette approche nous le rappelle et nous pointe vers des méthodes pour le regarder. Donc, le juriste doit, à côté des textes et de la cohésion des textes, garder à l'œil les effets sociaux des règles et pousser pour une réforme quand il y a l'impression que les effets sociaux sont
décalé par rapport à ce qu'on pense pouvoir être la fonction des règles en question. Donc, l'analyse économique du droit peut alors servir de système d'alarme à côté de nos connaissances techniques de juristes. L'économie fournit peut-être un outil primordial pour saisir les effets. Pas le seul, forcément. Le lien avec les autres sciences sociales à développer, mais pour une autre fois. Et ce que je veux dire, c'est avant tout ce calcul d'impact qui importe. Et seulement en deuxième lieu, une connaissance des rouages de l'économie. Si l'analyse économique du droit, enfin, on dit économie du droit, analyse économique du droit, comme si l'économie est le principal apport. Il me semble que le principal apport, c'est la possibilité de s'interroger sur les conséquences, les effets sociaux des règles. Et subsidiairement, on emprunte chez l'économie les outils pour le faire. Alors, j'allais dire, l'analyse économique du droit peut clarifier les principes et les concepts et parfois les légitimer. Une fonction de doctrine que l'analyse économique du droit peut apporter aux juristes. Juste un tout petit exemple, on n'a pas le temps de s'arrêter bien longtemps là-dessus, mais néanmoins, la responsabilité civile. Quand vous regardez les traités sur la responsabilité civile, et même Baudouin jusqu'à l'édition 93, je pense, quel est le but de quelle est la mission de ce droit? Mais c'est indemniser les victimes. Pensez-y un instant. Si la responsabilité civile avait pour seule mission d'indemniser les victimes, on a un problème d'assurance sociale. En Nouvelle-Zélande, on a traité le cas de responsabilité civile comme ça. C'est-à-dire, toute personne qui subit des blessures peut présenter une réclamation au fond et on paye. Quel pensez-vous être l'effet de ce système-là? Ils ont introduit en 1974, à la suite d'un rapport qui disait que les juristes s'enrichissent indûment par les procès. C'est un discours que vous connaissez. Quel est l'effet de cela? C'est que le coût du système a doublé, triplé en l'espace de 12 ans. Donc, au milieu des années 80, on dit que ce n'est pas viable. Et donc, en 92, ils ont dit non, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont introduit un système où, pour les médecins, la prime à payer variait selon le nombre de réclamations que ce médecin ou cet docteur générait pour le système. Pour les accidents de la route, selon le point de mérite ou pour le nombre de réclamations liées à votre conduite. Quel est l'effet de cela? C'est que implicitement, vous dites, les accidents, si il faut payer, si, mais les accidents, souvent aussi, on peut les prévenir. On peut, pour partie, les prévenir. Comment peut-on introduire un système qui envoie des signaux à ceux qui pourraient causer des accidents? Et quelle est la nature du système qu'il faut? Il faut sans doute un système qui dit on va prévenir un accident dont la prévention coûte nettement moins cher que l'accident s'il arrive compte tenu des probabilités. Revenez maintenant à la responsabilité civile. La notion de faute, ça sert à quoi? Implicitement, c'est une façon grossière, simple, avec les moyens conceptuels qu'on avait à l'époque, de demander aux auteurs d'accidents potentiels de comparer l'effort qu'ils doivent faire ou les coûts qu'ils ont engagés pour prévenir l'accident et de comparer avec le coût de l'accident si ça arrive. Et si ça coûte moins cher à prévenir, prévenez, et si vous ne faites pas ça, vous commettez une faute. Ça explique en même temps pourquoi on cherche le lien de causalité entre un acte de quelqu'un qui aurait causé l'accident et l'accident en question.
ça sert à rien de d'envoyer ce signal à des gens qui n'ont pas moyen d'influencer le cours des choses, qui n'ont pas d'influence sur l'accident. La causalité sert à dire non, non, on veut envoyer un signal à des personnes qui ont moyen d'influencer le cours des choses. Et donc, tout d'un coup, on dit, mais ce droit, les concepts de base, faute, causalité, dommage prouvé, ça cadre bien avec une logique qui dit ce droit a mission, certes, à indemniser, mais surtout à faire implicitement un calcul qui évite des accidents qui peuvent être évités à bon compte. La mission préventive est absolument claire et ça ressort même dans les concepts de base de la responsabilité civile. Bon, c'est très sommaire. On pourra aller approfondir. Je vous invite évidemment à regarder notre livre, Incomparable. Mais c'est ici que je reviens à ce que je disais tantôt. L'analyse économique du droit peut faire ressortir, en réfléchissant sur la fonction, peut faire légitimer les concepts, expliquer pourquoi on a ces concepts, à quoi ces concepts peuvent servir. On comprend mieux notre droit quand on fait ce type d'analyse. Et donc, j'allais dire, sur presque tous les sujets du droit qu'on peut penser, l'analyse économique a des perspectives intéressantes à offrir. Pour ceux qui ont des ambitions doctorales, gardez ça en tête. C'est peut-être pas la seule perspective, on ne veut pas l'exclusivité, mais retenez l'idée que ça peut vous éclairer, ça peut vous donner des idées que vous n'auriez pas autrement. Et vous pourriez voir des logiques qui autrement resteraient cachées. À notre faculté, nous avons produit le premier texte intégré sur l'analyse économique du droit en français. Et je pense, si vous me permettez de conclure là-dessus, gardons l'esprit ouvert et continuons à nous situer à l'avant-garde de l'analyse économique du droit en français. Et permettez un petit oratio pro domo. Ça, c'est le livre dont on parle, édition 2021, 4 auteurs qui sont tous ici. Ça, c'est l'équivalent anglais en 2 tomes. Elga nous a suggéré de faire un tome séparé pour la partie qui concerne le droit des affaires. Et ça, c'est l'édition espagnole qui est sur le point de paraître. Une édition brésilienne en préparation. Et je pense qu'il n'y a pas de nouvelle édition russe pour des raisons peut-être un peu politiques. Et bon, si vous me permettez, une autre petite... ça, c'est un fonds que j'ai fait parce que, bon, j'ai été accueilli, je pense, de manière très intéressante à cette faculté. J'étais le premier prof qui ne parlait ni français ni anglais comme langue maternelle. On m'a dit, il y a une place pour vous ici, prenez-la. Et il me dit, il faut que j'ouvre à ma façon la porte à ceux qui suivent dans la même façon. Et à Missy, je vois ici d'autres. Quand je vous vois, me dit, bon, c'est cette mission-là que je vais accomplir. Donc voilà mon petit profil personnel. Et sur ce, je ferme la boutique.